retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Alors aujourd'hui, on va quitter un petit peu le Marais, enfin quoique on peut très bien ne pas se situer très loin quand même, on reste toujours à la campagne. Cette fois, on va je vais travailler avec Coucou, avec ce tampon Stamping Bella, donc c'est Amélia, l'aviatrice. Et je vous avais dit que j'avais j'avais des envies pour ces deux tampons en même temps et voilà, que j'ai commencé par la grenouille, mais j'allais faire Amélia juste après de toute façon. Là, je vous montre un petit peu ma sélection de produits avant de commencer. Alors, je fais toujours une petite sélection des tampons par rapport au thème. En fait, ce qui m'inspire par rapport au thème que je choisis. Mais je ne vais pas forcément tout utiliser. Là, par exemple, je vais travailler avec le pochoir. Donc, c'est un pochoir de Stamperia. Qui va me servir pour un autre tampon d'ailleurs. Enfin voilà, j'avais les deux idées quand je l'ai acheté pour travailler deux personnages. Vous verrez ça plus tard, je sais pas quand, mais pas tout de suite en tout cas. Le pochoir, je vais l'utiliser. Et puis voilà, je vais utiliser aussi cette planche de tampons de Show & Flower. Donc c'est la collection de cet été, Globetrotter. Et vous allez voir, je vais surtout utiliser l'un des motifs de tampons de cette planche pour illustrer un petit peu la scène. Je travaille dans mon carnet à Neumul en 100% coton, c'est la version carrée qui doit faire à peu près 20 par 20 cm ou 21 par 21 cm. J'aime beaucoup ce format qui est relativement grand mais pas trop grand non plus et qui permet de changer un petit peu de mes mises en page, même si on reste à peu près dans le même esprit. Je fais toujours, en fait, pour les Stamping Bella, vous avez l'habitude, je travaille, en fait, j'ai le personnage principal de ma scène et ensuite je travaille un décor tout autour. Pour illustrer un petit peu le thème ou ce que ça m'inspire. Donc là, en fait, on est à peu près sur le même esprit que les pages que je fais dans mon carnet, en format A5. Sauf que là, j'ai plus de place en fait pour travailler et puis ça me permet de changer un petit peu de format aussi. C'est sympa aussi de pouvoir alterner. Alors, j'ai protégé tout le contour de mon carnet pour à la fois me laisser une marge blanche tout autour pour aérer ma scène en fait à la fin. Quand je tourne les pages, j'aime bien avoir un petit cadre blanc et puis ça me permet aussi de protéger la reliure, je vous le dis à chaque fois. Et je prépare en fait mes tamponnages pour avoir une scène déjà bien définie en fait dès le départ, avant de la mettre en couleur. Je tamponne ma petite Stamping Bella, mais juste pour avoir un repère visuel. Je vais venir la travailler après à part et la recoller par-dessus. Donc, c'est pas essentiel de la tamponner à ce moment-là. Si vous refaites la même page que moi, pour vous, vous n'avez pas forcément besoin de la tamponner à ce moment-là. Moi, j'en ai eu besoin parce que je voulais mettre en fait ces hélices d'avion, mais je savais pas encore trop comment j'allais présenter un petit peu ma page, si ça allait bien s'imbriquer comme ça, comme je l'imaginais au départ. Donc, j'ai préféré tamponner ma petite Stamping Bella, regarder déjà comment j'allais faire le sol, à quelle hauteur je la mettais et quelle place il me restait ensuite pour travailler en fait tout autour. Donc, c'est pour ça que je la tamponne en premier. Mais pour la mise en couleur après, ça n'a pas d'incidence. Par contre, les hélices, elles vont être travaillées directement sur le papier. Pour travailler plus sereinement mon fond de page, là, je vais faire un ciel classique que vous me voyez faire très souvent là, ces derniers temps. Mais pour être plus à l'aise en fait dans mon geste, j'ai recouvert chacun des motifs de tampon avec du fluide de masquage. Donc moi, j'utilise celui de Winsor & Newton. Donc c'est celui qu'on peut enlever, c'est pas le permanent. Vous avez plusieurs sortes de fluides de masquage chez Winsor & Newton. Il y en a un qui reste en place, qui est transparent, qui reste en place, et puis il y a celui-ci qui est un fluide de masquage classique et qui s'enlève. Je vais vous en reparler un petit peu après. Donc le fluide de masquage, j'attends bien que ça sèche et je commence, donc comme j'ai mes hélices qui sont en fait sur le haut, qui sont pas encore sèches avec le fluide de masquage, j'ai commencé par travailler mon sol. Je travaille, alors là vous voyez pas ma palette, mais je suis avec les aquarelles Daniel Smith et je m'attaque au sol que je veux faire vraiment vert. Elle est vraiment dans la prairie, sur une colline. Enfin, on est à la campagne, là on n'est pas
on n'est pas sur le tarmac, je crois que ça s'appelait comme ça, le tarmac de la piste de décollage ou d'atterrissage. Elle est vraiment dans la nature. Donc, en termes de couleur, j'ai dû prendre du vert de vessie sûrement. Je l'ai faite il y a un petit moment et j'ai pas monté ma voix directement après comme je le fais d'habitude. Donc, j'ai peut-être des trous de mémoire quand je vais vous expliquer un peu, enfin notamment le choix des couleurs, mais après sur le process ça va aller. Le vert de vessie sûrement avec une pointe de jaune dedans pour travailler en fait quelque chose de plutôt vert mais lumineux au début. Et puis, je suis venue intensifier au fur et à mesure. Donc, j'ai rajouté dans mon vert de vessie la couleur complémentaire du vert qui est le rouge. Alors, le rouge ou le rose, hein, ça dépend dans quelle zone du cercle chromatique on se situe et quel vert aussi on a. Hein. Si vous vous rappelez, je vous ai fait toute une série de vidéos sur les bases aquarelles. Vous avez une playlist d'ailleurs, bases aquarelles. Et je vous explique un petit peu l'histoire de la roue des couleurs, du cercle chromatique. Et comment est-ce qu'on peut foncer une couleur sans ajouter de grid paint ou de sépia par exemple. Alors c'est pas quelque chose qu'il faut bannir de sa palette d'aquarelle, le sépia et le grid paint, pas du tout. C'est ce que je vous disais dans les petites vidéos que je vous avais faites. Mais quelquefois, ça permet d'avoir des nuances de couleurs qu'on n'aurait pas forcément si on fonçait facilement avec un grid paint ou un sépia. Et ça évite d'ajouter des pigments noirs dans ces couleurs qui peuvent avoir un côté un peu terne à la fin quand l'aquarelle sèche. Donc voilà, je vous avais fait toute une petite série de vidéos là-dessus. Mais le grid paint et le sépia sont pas du tout à proscrire de vos palettes, bien au contraire, sont des couleurs basiques en fait dans les palettes pour avoir une palette équilibrée. Donc voilà, après c'est quand on veut aller un petit peu plus loin dans le travail de ces couleurs. Donc oui, j'ai dû mélanger avec un petit peu d'écarlate de périlène, parce que c'est le rouge que j'ai, un rouge lumineux que j'ai dans ma palette. Après vous avez plein de rouges différents, hein, donc suivant le rouge que vous utiliserez, vous n'aurez pas forcément les mêmes nuances. C'est là aussi l'intérêt de ne pas hésiter à mélanger ces couleurs pour voir un petit peu ce qu'elles donnent et de garder trace sur toutes ces mélanges dans un petit carnet pour vous puissiez vous y référer et puis le regarder de temps en temps pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire qu'on a tendance à oublier. On a tendance à faire souvent les mêmes mélanges et puis garder un petit bloc-notes comme ça avec les différents mélanges que l'on peut faire. Ça permet de casser un petit peu la routine et les habitudes qu'on comprend tous hein, quand on fait de l'aquarelle ou n'importe quelle technique, en fait, avec des couleurs, on a tendance à avoir nos couleurs un petit peu habituelles. Alors, donc ça, c'est pour le sol. Et ensuite, pour le ciel, alors, je vous le redis, hein, j'ai fait plein de tutos ces derniers temps avec des ciels comme ça. Donc, j'ai travaillé beaucoup les paysages de bord de mer avec mon petit carnet de l'encre et l'image. J'ai fait des scènes aussi pour Shoe and Flower avec des ciels comme ça, plus ou moins chargés. Donc voilà, vous avez plein de tutos avec ces techniques-là. Donc, je commence par humidifier mon papier parce que je vais travailler dans le mouillé. Et ensuite, je travaille avec une couleur de bleu plutôt lumineuse. Donc là, j'ai utilisé la nuance de manganèse. Ce sont que des couleurs Daniel Smith ici. Donc, plutôt diluée au début. Puis ensuite, je suis venue intensifier en prenant directement la couleur dans le godet. Donc ça, c'est pour donner quelques nuances déjà dans mon ciel. Et puis ensuite, je viens au fur et à mesure travailler avec des bleus un petit peu plus profonds. Donc j'ai dû utiliser le bleu de phthalo nuance de rouge, auquel j'ai rajouté un petit peu de rose. Donc j'ai dû prendre le rose quinacridone ou le rose opéra, suivant ce que je voulais comme effet. Le rose quinacridone, il est déjà un petit peu désaturé. Donc on va avoir une couleur de bleu qui va tendre un petit peu vers le gris. Le rose opéra, lui, est une couleur chez Daniel Smith, une couleur fluo, précisée sur le tube. Donc, un rose extra lumineux. Et du coup, on va avoir un bleu qui va avoir une autre nuance qui restera encore intéressant. Un petit peu moins désaturé aussi. Et un petit peu plus chaud. Donc, là encore, il faut tester. Donc, voilà. Donc, je me suis amusée avec mes couleurs. Tant que c'était humide, j'ai pris un essuie-tout. Je suis venue dégager un petit peu les blancs en retirant des pigments pour me créer des zones plus claires et créer les nuages. Et puis, je m'amuse, en fait. Voilà. Donc là, je cherche pas à avoir quelque chose de très, très réaliste. Je veux juste un fond, en fait, pour symboliser un ciel nuageux. Voilà, c'est pas forcément le focus de ma page Dark Journal ici. Voilà, j'ai fait d'autres pages Dark Journal où il y avait vraiment un intérêt dans le ciel, en fait, qui m'intéressait de montrer, où je travaillais un petit peu plus avec la précision.
Je vous le répète encore, les carnets, en règle générale d'ailleurs, mais même bon, les carnets à Neumul sont de très bons carnets. Le papier en 100% coton de ce carnet est un très bon papier, mais ce sera jamais aussi bien qu'un papier en fait aquarelle, des feuilles à part, avec un papier plus épais, style Fabriano ou le centenaire que je prends très souvent maintenant en 300 grammes. Il faut que ça vous verrez peut-être ça plus tard si j'arrive à trouver le temps de faire ça. Il faut que je me fabrique mes propres carnets avec mon papier préféré. Il faut que je me penche là-dessus. J'ai tout ce qu'il faut pour me faire des carnets avec des systèmes de reliure un peu particuliers. C'est dans ma liste des choses à vous montrer. J'ai pas encore pris le temps de le faire là. Mais il faut vraiment que je le fasse. Alors ça m'empêche pas d'adorer travailler dans mes carnets, là mon carnet à Neumul, et même quand j'aurai fait mes propres carnets, je continuerai à travailler dedans parce que c'est un autre travail, c'est des choses un petit peu différentes. Mais il faut à tout prix que je me fasse un carnet comme ça avec du bon papier, enfin du moins le papier moi que je préfère, et que je puisse travailler en fait des choses un petit peu plus poussées un petit peu plus poussées en technique d'aquarelle, les choses que je peux pas faire en fait dans ces carnets. Parce que là par exemple pour le ciel, j'arriverai jamais à avoir les effets que j'ai d'habitude quand je travaille sur mon papier centenaire, par exemple, parce que je vais avoir un papier qui est plus épais, qui retiendra plus l'humidité et qui me permettra de travailler plus longtemps dans l'humide et qui sera plus adapté, en fait. Donc voilà, ici, je m'amuse avec mes petits Stampin' Bella. Voilà, encore une fois, je ne cherche pas à faire quelque chose de très réaliste. Je veux faire un décor, mais sans que ce soit très, très, très poussé. Alors, ma petite Stampin' Bella, j'ai travaillé les hélices, je vais vous en parler un petit peu après. J'ai encore une fois, en fait, je sais pas si c'est le packaging directement qui m'inspire en fait ma scène après, puisque c'est très rare quand je prends des couleurs, quand je choisis d'illustrer, enfin de mettre en couleur mes tampons différemment du packaging. Alors, c'est déjà arrivé, parce que pour la petite licorne, par exemple, Stampin' Bella, je l'ai travaillé plusieurs fois, il me semble. Oui, je crois que j'ai dû la travailler plusieurs fois et je ne l'ai jamais mise en couleur comme sur le modèle parce que c'était des couleurs pastel et moi je suis moins dans le pastel, ce sont moins mes couleurs. Mais autrement, presque systématiquement, je suis déjà très inspirée par le modèle de mise en couleur proposé et c'est ce qui m'inspire la scène tout autour. Hein. Ça a été comme ça pour le magicien, là, pour mon Dumbledore et c'est comme ça assez souvent, vous avez dû remarquer. Donc là, bah voilà, j'ai en fait le tampon devant moi. Là, vous ne le voyez pas, mais il est devant mes yeux. Et en fait, avec mes couleurs d'aquarelle, j'essaye de reproduire à peu près les couleurs qui sont proposées. Alors, c'est pas tout à fait pareil. Je le fais aussi en fonction de mes goûts. Hein. Moi, je voulais quelque chose d'un petit peu plus vert. Pas forcément le même vert que mon sol. Donc, je veux quelque chose d'un petit peu plus kaki. Mais pas non plus, en fait, proche du beige en fait avec des nuances de vert qui est proposé sur le packaging. On est plus dans un kaki mais avec beaucoup de jaune dedans. Moi je voulais quand même une dominante de vert donc j'ai travaillé mon mélange un petit peu différemment. Mais pour les couleurs, j'ai fait du vert de vessie sûrement si je me rappelle. Et encore une fois, j'ai dû désaturer en fait avec un petit peu d'écarlate de périlène où j'ai dû osciller entre l'écarlate qui devait être un petit peu trop rouge quand même et j'ai peut-être pris le rose quinacridone. Et puis j'ai dû prendre un peu de jaune aussi, j'ai le jaune Hansa clair que je pense que j'ai dû l'utiliser à certains moments pour essayer de trouver la bonne balance. Voilà, après c'est encore une fois une question de ressenti et puis d'œil en fait, c'est assez encore une fois personnel tout ça. Et là en fait je me fie au packaging, donc j'essaye de regarder un peu où sont placées les ombres sur le modèle. Et puis, je tente de reproduire la même chose. Je travaille ici donc sur un papier 100% coton. Donc, c'est le centenaire de Gerstacker, celui que j'utilise tout le temps maintenant. Je le préfère pas au Fabriano Extra White, mais quand je reprends le Fabriano, j'ai un peu de mal parce que je me suis tellement habituée à celui-ci. C'est pas qu'il est meilleur, hein, c'est... Encore une fois, je vous le redis, hein, pour le rapport qualité-prix, il n'y a pas de comparaison possible. Après, il n'est pas du même niveau que le Fabriano Extra White non plus. Hein, c'est pas la même qualité de papier. Mais je m'y suis habituée comme j'utilise beaucoup. Et quand je reviens au Fabriano, il faut que je reprenne mes vieux réflexes. Mais bon, toujours est-il que pour une mise en couleur de tampon, c'est largement suffisant.
Et alors là, je dois faire plusieurs couches. J'ai commencé par travailler déjà un tout petit peu les ombres au début, mais avec un mélange plutôt clair. Là, vous avez le visuel là directement à côté de moi. Donc j'ai fait une première couche déjà en posant un petit peu le travail d'ombre, hein, mais légèrement. Et ensuite, après la première couche, je reviens avec une couleur un petit peu plus foncée. Donc j'ai dû prendre l'écarlate de périlène pour foncer un petit peu, et si c'était pas suffisant, j'ai dû ajouter du sépia. Alors comment est-ce que je sais quand il faut que pour assombrir une couleur, comment je choisis entre le sépia ou le gris paint, parce qu'on peut assombrir avec ces deux couleurs. Alors il y a plein d'autres couleurs, hein, des couleurs sombres en règle générale, mais en fait le sépia et le gris paint sont deux couleurs qu'on dit un peu neutres, même si vous avez des gris paint qui ont tendance à être un peu plus bleutés suivant les marques. Comment je sais lequel des deux choisir? Eh bien, c'est en fonction de ce que je veux comme température de couleur. Si je veux une température plutôt chaude, je vais me diriger plutôt vers un marron, donc plutôt vers le sépia. Et encore une fois, vous avez plein de sépias différents suivant les marques. En fait, chaque marque a sa couleur sépia et il ne sera pas composé des mêmes pigments que l'autre marque. Une autre marque, alors quelquefois si, hein, ça peut être la même composition, mais quelquefois ça change quand même. Donc il y a des sépias qui sont plus ou moins chauds. Il y a des sépias colorés, des sépias naturels, comme chez Sennelier par exemple. Il y a Sennelier à 2 sépias. Donc le sépia est quand même un marron, donc on se classera quand même pour moi dans les couleurs chaudes, alors que le gris paint sera un gris plutôt froid pour moi. Et du coup, je vais l'utiliser quand je voudrais désaturer mes couleurs, mais plutôt dans une température de couleur plutôt froide. Voilà comment je choisis entre l'un ou l'autre. Ici, je suis sur du kaki. Et en fait, je veux rester dans cette harmonie-là, donc je vais plutôt choisir le sépia pour les saturer. Après, entre le sépia ou le gris paint, vous pouvez faire vos tests. Vous verrez que sur certains mélanges, bon, la nuance est assez subtile, hein, donc bon, il n'y a pas trop de... Voilà, après, quand on a l'habitude aussi, ou une sensibilité aux couleurs, on peut y voir vraiment la différence, mais voilà, quelquefois ça dépend des mélanges, mais voilà, on n'a pas toujours utilité entre le sépia et le gris paint, quelquefois on a à peu près les mêmes effets quand même, ça dépend. Encore une fois, ça dépend. Alors, j'ai terminé de mettre en couleur ma Stampin' Bella. La couleur peau, toujours à peu près pareil, hein. De toute façon, pour la couleur peau, il vous faut un jaune et un rose. Moi, j'ai tendance à utiliser maintenant que j'ai plus l'habitude et je sais aussi ce que je préfère en teinte de peau. Et je préfère en fait utiliser un rose qui soit déjà désaturé à la base. Donc, je vais plutôt aller chez Daniel Smith dans les roses que j'ai. Je ne prendrai pas le rose opéra parce qu'il est très très flash. Et du coup, pour trouver une couleur de peau naturelle, il faut que je le dilue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'irai pas vers le rose. Je ne vais plus vers le rose opéra. Je me dirige plus vers le rose quinacridone, qui est un rose déjà désaturé. Et je vais le mélanger avec soit du jaune, une couleur de jaune. Mais là encore, j'ai tendance à aller directement vers un jaune désaturé, comme l'ocre jaune par exemple, qui est une couleur un petit peu plus terreuse. Et je vais comme ça trouver l'équilibre un peu plus facilement entre mon ocre jaune et mon rose quinacridone, plutôt qu'avec mon rose opéra par exemple et mon jaune Hansa clair ou un jaune primaire. Pour autant, l'exercice rose vraiment rose et jaune vraiment jaune est un très bon exercice pour la couleur peau que je vous encourage à faire. Moi aujourd'hui, je vais vous le redire encore, mais je pratique depuis très longtemps maintenant, enfin très longtemps, tout est relatif, mais ça fait 6 ans que je fais de l'aquarelle, donc et les couleurs peau, ça fait déjà depuis plusieurs années que je m'y suis exercée. Et donc, j'ai beaucoup pratiqué et c'est en fonction de tous les excès que j'ai pu faire, de tous les mélanges que j'ai pu faire. Voilà. Et donc, à force, on finit par trouver en fait ce qui nous convient bien. Et pour me permettre d'aller plus vite dans mes mélanges, je sais maintenant quelle couleur il faut que je prenne. Mais c'est pourtant très formateur de vraiment le faire avec un rose et un jaune pour que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne les mélanges et comment la couleur peau, en fait, à quel moment on arrive à l'obtenir. Gérer la dilution, gérer tout ça. C'est super, je trouve ça super important, surtout si vous êtes débutante. Si vous avez l'habitude maintenant de tout ça, vous pouvez aller, enfin, vous l'aurez fait d'ailleurs naturellement, mais vous allez avoir vos couleurs de prédilection, puis vous allez trouver des alternatives, des raccourcis, des choses comme ça. Mais je trouve que quand on débute, c'est intéressant de pouvoir bien explorer toutes ces couleurs et de faire des petits exercices comme ça. Alors, avec beaucoup de ratés, hein, je vous l'accorde au début, mais moi, c'était la même chose pour moi. Hein. J'ai des moments où ça marche pas bien, mais c'est parce qu'on est en plein apprentissage et qu'il faut se tromper pour apprendre. Donc, si vous vous trompez beaucoup, c'est que vous apprenez beaucoup.
C'est plutôt bon signe, j'aurais tendance à vous dire. Mais donc voilà, je vous le redis encore sur les histoires de couleurs, il faut vraiment beaucoup pratiquer. Et tous les exercices que je vous propose, tout ce que vous voyez sur ma chaîne, vous voyez aussi l'évolution. Si vous débutez l'aquarelle, il faudrait peut-être reprendre mes vidéos, en fait, il y a 2 ans ou 3 ans, où j'avais un petit peu moins d'expérience. Et ce serait peut-être plus simple pour vous, parce que dans mes tutos, du coup, je vais faire, même si je ne me rends pas compte quand je les fais, mais c'est en fonction de ma pratique à moi et de ma progression, vous allez avoir des niveaux de difficulté, en fait, qui vont venir. Et des choses que je vais plus forcément vous expliquer non plus, ce qui est normal, plus ou moins, mais comme je vous explique un petit peu mes process vidéo, donc il y a des choses qui vont vous paraître peut-être un petit peu compliquées. Donc pour celles qui démarrent, parce que vous êtes nombreuses à rejoindre ma chaîne, voilà, pas quotidiennement quand même, hein, mais voilà, tous les mois, il y a le nombre d'abonnés qui augmente un petit peu. Donc si vous êtes débutant, je vous encourage à aller peut-être revoir mes vidéos du début pour voir aussi un petit peu mes apprentissages, pour que vous soyez un petit peu moins perdu dans tout ça. Donc la petite Stampin' Bella est faite. Les cheveux, j'ai commencé avec un mélange de je ne sais plus d'ailleurs, peut-être d'orchinacridone au début, mais j'ai dû faire vite un marron en fait pour travailler les cheveux. Et puis toutes les petites hélices que j'ai faites, c'est ce qui m'a pris le plus de temps parce que j'ai fait plusieurs couches. En fait, j'ai travaillé qu'avec le Grit Paint, mais avec des niveaux de dilution différents. Et ensuite, j'ai créé des ombres. Donc, je suis venue en travaillant les couches successives. Alors, attention toujours, je travaille directement sur le papier du carnet. Il n'est pas très épais, c'est du 100% coton, donc je peux travailler dedans. Mais attention à l'ajout de couches, il arrivera un moment où il arrivera à saturation, bien plus vite qu'un papier en 100% coton qui sera plus épais. Donc, il faut faire attention à la quantité d'eau que vous allez mettre, en fait, tout simplement. Hein. Vous pouvez faire plusieurs couches, mais attention à l'eau. Et donc, c'est vraiment le Grit Paint que je suis venue, en fait, diluer plus ou moins. Donc, j'ai commencé plutôt diluer. Et je suis venue travailler les ombres, en fait. Donc, les ombres sur les hélices, les ombres sur la partie, tout le cadre autour, enfin, tout le cercle autour. Et ensuite, à l'intérieur, en fait, je suis revenue travailler les ombres à chaque fois, près des petites lignes que vous voyez là. Travailler les ombres pour donner un peu plus de volume à ma scène. J'ai travaillé aussi avec un peu de rouge parce que je voulais pas faire tout gris non plus. Donc c'est le rouge de Pyrrole que j'ai utilisé ici pour travailler quelques détails sur les hélices. Pour les parties plus beige, c'est le Buff Titanium que j'ai utilisé, toujours chez Daniel Smith. Donc pour les petits avions, j'allais dire les oiseaux, pour les avions en papier, pour la petite carte qu'elle tient dans la main aussi, donc c'est le Buff Titanium. Et puis sur la carte, pour les zones un petit peu plus marron, j'ai dû prendre peut-être un peu de grenat, enfin une couleur un petit peu plus chaude. Donc vous pouvez rajouter un petit peu de rouge d'ailleurs au Buff Titanium. Et puis si vous êtes avec les couleurs primaires, par exemple, si vous voulez désaturer, donc Buff Titanium, c'est une sorte de crème, avec un peu de rouge pour le réchauffer. Puis si c'est du coup trop rouge, il faut le désaturer un petit peu avec un peu de vert. Sinon, vous y mettez un petit peu de sépia, et puis du sépia pour tout faire d'ailleurs, ça ira très bien. Sépia et rouge aussi, ça peut très bien marcher pour aller plus vite. Donc voilà, le pochoir de Stamperia avec des encres Distress oxyde. J'ai dû utiliser la Chipped Sapphire ou le nom avec Jean dedans. Et le texte en bas de page, You can do anything you decide to do, une citation d'Amelia Earhart, justement, notre belle Amelia ici, bien courageuse. Voilà, je vous laisse avec les dernières photos, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour un prochain tuto. Allez, au revoir.